nous sommes contents d'avoir la première conférence en français donnée par le professeur Lícia Soares de l'Université d'État de Bahia, campus Alagoinhas. La conférence sera animée par Priscila Sobral. Madame Sobral, master littérature au domaine de la traduction culturelle par l'UFBA, étudiante de doctorat et professeur de français dans l'étranger. Maintenant, je passe la parole à Priscilla pour qu'elle conduise les travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Merci à toutes et à toutes. Bonne journée. Et alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici, encore une fois, et de pouvoir présenter ce travail incroyable. Je vous invite à connaître le travail et la professeure Lícia Soares de Souza. Lícia Soares de Souza est professeure à l'Université de l'État de Bahia, à UNEB. Voilà, Lícia. Elle est aussi professeure associée de l'Université de Québec, à Montréal, où elle a fait son doctorat en sémiologie. Elle est membre de plusieurs groupes de recherche comme la Traversée, l'Atelier géopoétique, et aussi le Centre de recherche en littérature québécoise à l'UQM et au CRIAM, Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, à l'Université McGill. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dans ces 3 parutions: Représentation et idéologie, les téléromans au service de publicité, Utopie américaine au Québec et au Brésil, à l'Université de Laval, et pour une géopoétique, interaméricaine à Paris, oui. Elle a reçu en 2018 la médaille d'ordre de l'Ordre de Rio Branco, décernée par le gouvernement brésilien aux professeurs qui ont collaboré à la diffusion de la culture brésilienne à l'étranger. Alors, Lícia, c'est un honneur pour nous d'avoir une si merveilleuse chercheuse avec nous et pour nous présenter un peu ça de ton travail et de ton parcours là. C'était un plaisir. Alors, je te passe la parole. Merci beaucoup pour toute cette présentation, Priscilla. Je dois dire d'abord bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de participer à ce projet Story in English and Other Languages de l'Université du Sud-Ouest de Bahia. J'avais déjà dit à Diogène que j'ai commencé ma carrière à l'UESB. Alors donc, c'est ma maison aussi. Et je remercie, bien sûr, le professeur Diogène Lima de m'avoir invité à participer à ce projet. Je remercie Laïs qui m'a enseigné à projeter les diapos, à Sandra de l'équipe technique. Et je te remercie d'accepter de modérer notre rencontre. Ah oui, bien sûr, comme j'ai passé trop longtemps au Québec, probablement je vais avoir quelques intonations québécoises, mais c'est normal. J'adore. Ma démarche s'inscrit dans la culture de représentation des frontières des dites villes littéraires qui déterminent le décor de plusieurs récits de la littérature mondiale. C'est pour ça que je dis la géopoétique de Montréal dans la littérature contemporaine. Mais je voudrais parler aussi d'autres villes, comme par exemple, pour montrer comment ça se passe. Parce que, par exemple, Paris est une des plus connues avec ses cafés littéraires, ses jardins et même ses cimetières. Au Brésil, des études sur l'importance des décors des villes telles que Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador abondent. Et elles montrent que la ville est plus qu'un décor, elle devient un espace culturel, social, politique, bref, un espace de vie. Cela ne veut pas dire que tout est rose. Et nous savons que plusieurs ouvrages montrent le dysfonctionnement des systèmes sociopolitiques qui favorisent les privilèges de certaines classes au détriment des gens plus vulnérables, les sans-abri, sans la protection nécessaire d'un état de droit. La ville, parfois, est très difficile, comme la zone rurale aussi.
Nous connaissons par exemple les effets de la vie dans les égouts de Paris du 19e siècle, tous ces effets qui sont très bien visibles sur l'œuvre de Victor Hugo, et je vais citer Victor Hugo plus tard en intertextualité avec des ouvrages sur Montréal, à un tel point que des études sur la rubrique des littératures des souterrains sont bien développées, ce qui m'inspire dans certaines approches de ma démarche sur Montréal. J'en reparlerai plus loin. Pour l'instant, je voudrais souligner qu'au Québec, la province francophone du Canada, Montréal, est la ville privilégiée du monde littéraire. Non seulement parce qu'elle abrite les plus grandes maisons d'édition et les librairies, mais elle est le décor d'une grande majorité d'ouvrages de la littérature contemporaine. Les directeurs de l'ouvrage Montréal imaginaire, Pierre Neveu et Gilles Marcotte, affirment sans aucun détour, dans leur introduction, que je cite ici, il est évident que sans Montréal, la littérature québécoise n'existe pas. Au milieu des années 60, d'ailleurs, ils disent, cela est devenu une question de recherche très accentuée. Et je continue la citation, la littérature et la ville concrète, habitée au jour le jour, se rencontrent dans une zone intermédiaire qui tient à la fois du fait littéraire et du fait vécu. Alors, nous avons trois caractéristiques pour aborder Montréal. Et elle est une ville francophone dans un continent anglophone, ce qui peut menacer l'existence de la langue française. Problème. Elle a une géographie projective qui conjugue un plan urbain de surface ultramoderne, mais avec des soubassements parfois chaotiques, parfois plus modernes que la surface. On va voir tout ça. Elle est une ville qui permet la flânerie de plusieurs personnages malheureux de leurs conditions d'exclus, du système financier qui promeut le American Dream, the American Way of Life, comme plusieurs l'énoncent. C'est ainsi une ville qui produit de plus en plus de proscrits, de sans-abri, qui rôdent autour des espaces culturels et naturels de la ville. Mais tout n'est pas sombre. Ils permettent quand même que les lecteurs apprécient des cartographies littéraires assez particulières. Et c'est ça que nous allons faire maintenant. Je vais entrer un peu dans les domaines des concepts. Je vais parler un peu de théorie, des concepts, et je vais essayer de projeter mes diapos. Si je parviens bien, ok? Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Attendez, bon. Voilà. J'ai comme titre ça, la géopoétique urbaine de Montréal dans la littérature québécoise. Alors, vous pouvez me demander qu'est-ce que c'est la géopoétique? J'ai ici la géopoétique. Bon. Mais avant même de parler de géopoétique, je vais faire quelques annonces. Je suis vice-présidente de l'Association internationale des études québécoises. Alors, comme vous allez avoir cet enregistrement-là, vous pouvez voir comment on fait pour devenir membre de du plus grand réseau de chercheurs et chercheuses en études québécoises. Bon, j'ai fait aussi la pub de mon dernier livre pour une géopoétique interaméricaine, ici Montréal, ici Amérique. Et je vous montre aussi ce livre vers une approche géopoétique de Rachel Bouvet qui m'inspire beaucoup et qui va m'inspirer dans cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est la géopoétique? La géopoétique comme champ de connaissances est née à partir de l'Institut international de géopoétique fondé par Kenneth White au milieu des années 80. Kenneth White est d'origine écossaise. C'est un mouvement avec une équipe de chercheurs qui s'interrogent sur le rapport des humains au monde. L'idée de mobilité y est cruciale en ce qu'elle signale le fait d'explorer les lieux, de créer des espaces de rencontres entre deux personnes provenant des champs d'études distincts. Alors, on voit, j'ai
Je prends tout ça de l'œuvre de Rachel Bouvet. Alors, géo, qu'est-ce que c'est géopoétique? Géo fait référence à la Terre, où vivent tous les êtres humains. Il ne s'agit pas de privilégier une nation, une ethnie, une langue, une religion ou un parti politique. L'accent est mis sur une appartenance commune à la Terre, partagée par l'ensemble des humains. Quant à poétique, ce terme ne renvoie pas tout simplement à la poésie, et de telle façon que les gens qui travaillent la géopoétique ne sont pas tous des poètes. On dit qu'ils sont des géopoéticiens. Le terme poétique doit être perçu dans un sens large, comme dit Rachel Bouvet, proche de ce qu'Aristote lui donnait en parlant d'intelligence poétique. Alors voilà, c'est une dynamique de perception du monde, mettant à profit toutes les ressources physiques et mentales dont dispose un humain. Et la géopoétique, elle a deux volets. Et le premier volet que je voudrais bien vous présenter, c'est la traversée. La traversée, c'est un atelier nomade, l'atelier géopoétique nomade du Québec, parce que c'est un travail sur le terrain. Ça veut dire que, d'abord, d'une manière générale, on choisit, nous allons en excursion quelque part. C'est vraiment un travail extraordinaire parce que nous allons découvrir le monde, découvrir la Terre, être en rapport avec le monde. Et le premier pas, c'est l'exploration physique du lieu qui permet une interaction concrète avec un paysage, un cheminement singulier, une perception intime de l'environnement. 2. Il y a des interventions provenant des personnes ayant une connaissance approfondie de la région, acquise grâce au savoir géographique, historique, scientifique, mais aussi de l'expérience vécue. 3. Des activités de création littéraire et plastique, l'individuel ou collectif. Alors, rassemblant un groupe de personnes une fois par année dans un site naturel ou urbain, surtout autour d'un thème, l'île, les refuges, les ruelles, les portages, les fleuves, l'hiver, la forêt, les chemins de fer, l'atelier nomade vise à renouveler la lecture du paysage, à développer le rapport sensible à l'environnement. C'est très, très intéressant parce que, par exemple, au Québec, comme le Québec a les 4 saisons bien définies, j'ai déjà fait ces ateliers dans les 4 saisons, y compris exactement l'hiver, alors dans les glaciers, et c'est extraordinaire parce qu'on arrive, on récite, on parle de ça avec des textes très poétiques, et après ça, on va faire aussi des ateliers de création. Vous avez ici, c'est un peu plus, ici vous avez le site web où vous pouvez aller regarder et consulter parce qu'il y a toutes les créations, les textes que nous avons créés, parce que nous faisons des conférences, des discussions, soirées de poésie. Nous faisons tout ce que des carnets de voyage. Alors, imaginez qu'en 2020, il n'y a pas eu d'atelier comme nous avons fait. Bon, je n'ai pas besoin de dire pourquoi, parce que la phrase qu'on dit le plus dans ce dernier temps, c'est avant la pandémie, après la pandémie. Bon, nous n'avons pas eu les ateliers, mais nous avons créé nous avons créé une page. Et imaginez quel a été le thème de la page, c'était la fenêtre. Alors, tout le monde a écrit des poèmes, a écrit des textes de ce qu'on voyait à travers une fenêtre. Après ça, quand nous avons fini autour de la fenêtre, en 2021, nous avons continué. Aussi, nous ne pouvions pas sortir parce que c'est toujours le confinement, cette première, deuxième vague de tout ça. Et le thème a été lumière et nuages, parce que nous pouvions voir tout ça aussi de nouveau à travers la fenêtre. Et l'atelier
nomade, il est très intéressant. Il est quelque chose qui nous fait découvrir le monde, entrer en contact avec le monde, les rapports avec la terre, et comme Rachel Bouvet dit, nous enseigner à habiter, et plus qu'habiter, à cohabiter, à entrer en relation avec les humains, avec le monde. J'ai essayé de faire quelques expériences comme celle-là dans des écoles secondaires de Salvador, avec des écoliers de plusieurs classes. Et j'allais avec un poète, nous avons traversé quelques ruelles. Bon, Salvador, c'est une ville qui a en vallée, qui a des montées et des descentes. Nous avons fait tout ça. Mais, de nouveau, je dis, avant la pandémie, parce qu'après la pandémie, tout ça, c'est fini. Mais maintenant, je vais parler de l'autre volet de la géopoétique, et c'est maintenant où je travaille et je fais ma recherche, qui est la géopoétique urbaine. Ici, je mets les concepts que je vais travailler. Je vais parler de géopoétique urbaine, flânerie, géométrie prospective, tournant spatial, esthésie migrante, texte échiquier. Chacun va arriver à son tour. Parce que d'abord, je vais parler des villes et géopoétique, parce que, par exemple, nous avons parlé de la nature, des fleuves, des montagnes. Nous avons été dans les montagnes du Québec, nous avons été dans les jardins, nous avons été dans les parcs, et j'ai fait ça aussi dans les parcs avec des étudiants, les écoliers de Salvador. Mais le travail d'observation, d'analyse des romans, ce travail-là qui est vraiment du critique littéraire comme nous sommes, j'ai choisi de poursuivre la géopoétique urbaine. Et là, la géopoétique urbaine, dans Ville et géopoétique, Rachel Bouvet, ici il y a le livre à droite, elle se pose ces questions. Où se situent les rapports à la terre en ville? Peut-on adopter une approche géopoétique des lieux marqués par le bruit, la pollution, la violence, l'insécurité? Peut-on habiter la ville quand on sait que le bâtir ne prend pas en considération l'habiter, quand tout s'avère contraire à une habitation poétique? La géopoétique ne devrait-elle pas se contenter de faire une critique radicale de la ville? Alors, réfléchissez à ces questions, elles sont très profondes, parce qu'on va dire, bon, on va trouver une poétique, une façon de vivre d'une façon harmonieuse, d'habiter la ville. Et la ville, elle est pleine de saleté, pleine de pollution. Mais ces questions portent beaucoup sur comment penser la géopoétique urbaine, comment concevoir la flânerie, comment on va flâner comme une pratique géopoétique et non plus comme un simple divertissement. Comment identifier dans l'itinérance des proscrits, les oubliés de la rue, considérés comme des mauvais flâneurs, comme je vais dire plus loin. Moi, j'aime beaucoup, je suis très citadine et j'aime ça, explorer la géopoétique urbaine. Et dans ce même ouvrage, Georges Amar, qui fait un texte, il affirme que la géopoétique n'est pas une forme particulière de littérature ou de poésie, mais un projet de culture. Et quand c'est un projet de culture, alors ça élargit beaucoup les horizons. Un projet inscrit dans la postmodernité qui englobe beaucoup de réalités modernes et accepte la transdisciplinarité la plus large qui soit, capable de réinventer le rapport au monde et à soi. Pour Amar, notre temps a besoin de tout, de toutes les ressources du génie humain, y compris des manifestations qui foisonnent dans les zones urbaines. Il y a du poétique dans les sciences exactes et de l'exactitude dans une poétique géographique. Bon, la plupart des romans que j'ai analysés, que j'ai pris par exemple
sur Montréal situe d'abord la métropole québécoise dans l'univers géopolitique de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est un problème, comme j'ai dit au début, qui est un centre privilégié de la mondialisation, se développe un libéralisme économique des marchés où est encouragée la consommation des produits liés au rêve américain, des American Dream, au détriment des attachements aux lieux transmis de génération en génération. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est un point de recherche. C'est ainsi que s'installe le dit champ culturel propre au Québec avec des filtres esthétiques et qui essaye de maintenir les liens d'appartenance, de conserver les liens aux espaces de la francophonie. Et c'est très difficile parce que c'est un continent anglophone. Hein? Et maintenir ces liens d'appartenance à l'espace francophone, maintenir la culture d'origine francophone, française, c'est un peu difficile quand on est dans un continent comme ça. Et exactement, mais je voudrais même d'ailleurs parler un peu de cette historique de la ville de Montréal avant même d'arriver au XXe siècle. Parce que nous savons, par exemple, avec tout le monde connaît les conceptions des flâneurs de Baudelaire, et puis après repris par Walter Benjamin. Quand il y a eu un changement de la ville, observer la ville par la ville est foule, les anonymes, les dandys, tous ceux qui regardaient ce qui se passait dans les rues. Et il y avait, Montréal aussi a suivi cette tendance mondiale d'écrire des romans qui parlaient déjà des citadins, des personnages citadins. Et comme il y a eu à Paris, les mystères de Paris, avec toutes les aventures sociales de l'époque, on a fait aussi les mystères de Montréal. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé et qui se passe encore, même au XXIe siècle, que c'est Gilles Marcotte, il dit dans Mystère de Montréal. Tandis que les récits francophones restent près du port et suivent une dite exploration horizontale de la ville, les textes anglais préfèrent représenter, alors c'est là de la littérature anglophone, représenter l'espace urbain d'en haut. Pour les Canadiens français, le discours libéral qui envisage la représentation de la ville d'en haut pose beaucoup de problèmes, étant donné qu'il ne participe pas à ce modèle d'espace de gratte-ciel, abritant des banques et des institutions financières et commerciales. Cependant, le discours libéral doit accompagner la modernité et au tournant du 19e siècle au 20e, surgit l'école littéraire de Montréal qui affirme de manière plus prononcée les manifestations de l'esprit libéral. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la ville devient une thématique romanesque pour les Canadiens français comme espace à être reconquis. Et c'est là qu'on va voir beaucoup de marginaux dans le sens d'être à la marge. Parce qu'ils doivent remodeler la ville. Et ils ne sont pas inscrits, ne sont pas intégrés dans les modèles financiers de l'emprise anglo-saxonne. Et ils vont être obligés de reconstruire de nouvelles villes dans terre défrichée. Il y a dans la littérature québécoise, je ne peux pas éviter de parler de ce classique, que c'est en 1945, l'appropriation de la ville par les romans connaît un tournant avec Gabriel Roy, qui publie Bonheur d'occasion. L'histoire se passe dans le quartier pauvre de Saint-Henri, entre février et mai 1940, avec la Seconde Guerre mondiale comme toile de fond.
Gabriel Roy montre un espace urbain divisé entre la misère de Saint-Henri et les hauteurs huppées de Westmont et de Mont-Royal, où sont les grandes maisons. Et entre les deux espaces s'aligne la rue Sainte-Catherine avec ses commerces, ses restaurants et cinémas, mais aussi avec beaucoup de prostitution, selon les parties de la ville qu'elle traverse. Et la critique littéraire a toujours été unanime à montrer que Bonheur d'occasion innove en reflétant une ville en crise et en guerre, où la déchéance s'inscrit partout et non seulement dans la périphérie. Bon, alors on va voir qu'il y a des traversées des mondes incompatibles qui se poursuivent et on va voir comment on va faire, comment on va trouver maintenant et comment on va classer, on va caractériser le flâneur de cette ville poétique. Parce que c'est une chose très intéressante. L'icône fabuleur des humains maintenant dans les romans urbains de la ville sera la rue. C'est dans la rue qu'il va rôder, vadrouiller et regarder comment les choses se passent. Laisse-moi voir. Bon, la flânerie. La flânerie, c'est un concept, tout le monde connaît depuis Baudelaire. Alors là, je n'ai pas mis Baudelaire là. J'ai mis quelques noms qui m'ont beaucoup inspiré, comme Louis Huard, La philosophie du flâneur de 1841, qui est très intéressant parce qu'il va déjà... Louis Huard, il est très moderne parce qu'il va montrer que les flâneurs n'est pas seulement les dandys qui regardent de belles filles, qui regardent, qui observent, mais c'est un sujet qui est déjà... qui se fusionne avec tout ce qu'il y a dans la ville, les affiches publicitaires, et qui a une perception très aiguë de tous les morceaux de publicité, d'annonces, de tout ce que la ville montre comme objet du monde. Pas seulement les belles choses, mais aussi des choses qui sont moins belles. Et la rue avec ses foules, c'est comme si il montrait que les yeux, c'est la partie du corps privilégiée parce que les regards déstructurent la perception. Les flâneurs, ils n'utilisent pas seulement les pieds, les jambes pour marcher et pour fouiller les choses de la ville, mais ils regardent. Alors là, j'ai beaucoup aimé cette physiologie du flâneur, parce que la physiologie, elle travaille beaucoup avec le flâneur. On va voir André Carpentier qui travaille dans notre équipe de la traversée et qui travaille aussi avec les flâneurs qui observent, c'est un éclatement perceptif centré sur la conscience remémorative. Et c'est très intéressant parce que cette capacité épiphanique de découvrir la ville est très spéciale. Hein? On connecte les traces des vécus dans les jeux de sonorités, de poussières. Un écrivain doit fouiller dans l'aberrance entre les vues et les perçus, s'asseoir dans un café et se remémorer, construire des trames imaginaires. Ça, c'est magnifique parce que nous n'avons pas l'habitude des cafés littéraires, des cafés littéraires ici à Salvador, mais à Montréal, ça existe, à Paris, on a d'autres choses. Mais imaginez, ce que j'aime beaucoup pour mon travail, c'est Pierre Popovic. Et je vais dire ce que Pierre Popovic m'inspire. Pierre Popovic il est très... fait ça. Les mauvais flâneurs, la gourgandine et les dilettantes. Montréal dans la prose narrative aux abords du grand tournant de 34-36. 1934-36, j'ai été très impressionnée avec cette étude de Popovic pour le travail que j'ai fait avec les romans contemporains, parce qu'il va aborder cette question de l'urbanisation accélérée de Montréal
que Gabriel Roy avait déjà parlé dans son roman Bonheur d'occasion. Cette urbanisation va produire des figures, on travaille maintenant avec des figures, c'est une figure des anti-héros, des crève-la-faim qui est vagabonde, vadrouille, rôde, montrant un scénario des villes frappées par le chômage et le paupérisme. Et ça, toujours, quand une ville, et nous connaissons tout ça au Brésil, parce que quand une ville se modernise beaucoup, s'industrialise beaucoup, il y a les exclus. Il va sans dire que voilà, ça c'est très important. La question linguistique contribue à cette situation de misère, car l'anglais, comme langue de business, contribue à exclure les populations francophones du marché du travail. Dans ce contexte, l'espace montréalais sera déterminé par une figure narrative caractérisée comme le mauvais flâneur. Alors, le mauvais flâneur, c'est celui qui va vraiment déstructurer tout ce qui est très bien organisé dans une ville. Hein? L'errance trouble de ces anti-héros doit perturber le supposé équilibre urbain que le monde des affaires peut instaurer dans la ville. Ce nouveau marcheur urbain sera ainsi pris au dépourvu, en manque de sens et de perspective. Il souffrira de voir la ville occupée tout en ayant un petit morceau d'espace, une ruelle ou un carrefour au coin pour se déplacer. Il essaiera en vain de dépasser les frontières de ces nouveaux espaces parce qu'elles sont limitées par des codes durement agencés avec les règles des nouvelles affaires. Alors, sa mémoire sera fragmentée de l'autre côté de la frontière, là où de nouveaux acteurs sociaux impriment continuellement de nouveaux schémas, des signes pour le développement d'autres habitudes culturelles capables de changer l'histoire des lieux. On va changer. Alors, la figure de l'anti-héros mauvais flâneur, elle va se développer. Et après Popovic vient Pierre Ouellette, que j'aime beaucoup, avec cette hystérique migrante, parce qu'il parle de migration, de la mobilité, parce que il faut avoir à l'esprit que géopoétique, flânerie signifie mouvement. Il faut bouger, signifie marche. Même si la marche, elle n'est pas pure motricité. On peut utiliser les yeux et l'esprit pour tout percevoir. Et Pierre Ouellette, il va nous donner plusieurs classes de flâneurs ou des personnages qui marchent, qui migrent. Comme les fous, l'artiste, l'écrivain, les voyageurs, tout ça, ils sont tous fusionnés dans une ville. Mais j'ai retenu la figure du clochard. Parce que le clochard est pure motricité, comme il va dire. Le clochard n'a pas de domicile fixe. Il y a beaucoup de personnages sans domicile fixe qui sont mis dans la porte, qui sont chassés de la maison. Ils sont sans lieu assigné où l'on pourrait l'identifier. C'est lui qui va à il montre ici, à cloche-pied, clopin, du latin, clopus, boiteux. Il marche mal, il cloche, il fait des fois lui-même, aux autres, au monde. C'est en fin de compte une subjectivité diffuse, indéfinie, et pourtant il est très présent dans la ville. Au Canada, par exemple, à Montréal, par exemple, quand on voit parfois, en plein hiver, la ville est pleine de glace. Il y a plusieurs personnes comme ça, sans domicile fixe, qui sont couchées dans un coin de rue, dans la glace, avec des chiens à côté. Et parfois, la police les ramasse parce que quand ça descend moins 30, c'est impossible de les laisser là, mais le lendemain, ils reviennent parce qu'ils aiment ça. Mais ce qui est très important et qu'on va retenir, c'est que l'activité du flâneur
ou on peut dire aussi de la flâneuse, parce qu'il y a beaucoup de filles, consiste à bouger. On va parler de bouger, de scruter les endroits, et il faut analyser la modernité de nos Romains dans une perspective critique de la marche. Des corps en mouvement dans l'espace urbain. Et ce n'est pas celui qui bouge seulement les jambes, mais celui qui bouge ses yeux et son esprit, ce qui est les portes d'entrée de la mondaïté, de la sensation du monde présente dans l'espace urbain. L'espace urbain est plein de sensations du monde. C'est pas seulement parce que parfois on a la nostalgie, on va aller à une ferme, on va aller sur une île, on va aller à la nature. Mais moi, par exemple, je suis citadine, j'aime beaucoup la ville, j'aime beaucoup d'aller au centre d'achat. Il y a des gens qui détestent, mais j'aime ça beaucoup. Et je vais parler de ça plus loin. Je voudrais aussi encore parler des... Comment ça fait? Parce que, bon, Montréal imaginaire, j'ai déjà parlé. De la géométrie projective, je vais parler très, très, très rapide parce que je veux entrer déjà dans le... Rachel Bouvet, Bertrand Gervais, ils vont parler d'une géométrie, que ce sont les processus figuratifs, réservoirs des métaphores, parce que comme Rachel dit, il faut, quand on marche, on crée une signature géographique. Nous avons tous une signature géographique. Et par exemple, nous avions nos signatures géographiques avant la pandémie. Maintenant, nous avons d'autres signatures géographiques. Il y a des gens qui disent, je suis très heureux quand je descends la poubelle parce que c'est le seul moment où je descends, où je bouge. Mais il y a tout ça. On va voir que quand on marche, quand on fait ce que Rachel dit, c'est que marcher peut être relié à l'espace environnement par les pieds, parce que ça donne la sensation de froid, de chaud, d'intimité, et c'est la carte géographique de l'identité. Et Bertrand, il va parler aussi des lignes, parce que si on va travailler avec l'imaginaire du lieu, il faut parler de quelques lignes, des lignes de la géométrie, de ce qu'il fait, parce qu'il travaille avec la ligne droite qui sont les lignes des humains qui ont un but, mais il travaille aussi avec la ligne, c'est plus la ligne courbe qui produit dans l'imaginaire l'animal l'âne, qui c'est une idée de Le Corbusier, que cet animal-là, quand il fait, il ne va pas tout droit comme l'homme, il zigzague, il muse, il s'esquive des pentes, tout ça. Il a dit, un flâneur, c'est comme l'âne. Un flâneur, c'est comme l'âne parce qu'il ne suit pas les lignes droites. Et là, je vais courir un peu ici parce que, bon, pour rentrer à Montréal, et pour parler maintenant de Montréal, parce que ça, c'est l'essentiel du travail, c'est que Montréal, je parlais, comme Bertrand Gervais a parlé des lignes, et j'ai dit, Montréal a un plan hippodamien d'une ville, que c'est le plan d'Hippodamus, un architecte grec, père de l'urbanisme, qui a vécu dans le siècle V avant Christ. Et toutes les villes de l'Amérique du Nord, c'est comme ça, c'est rectiligne avec des lignes parallèles, perpendiculaires. Et ici, à Salvador, il y a probablement les quartiers Pituba. Et nous avons, mais ce qui est très intéressant, le flâneur, le mauvais flâneur, et surtout de la modernité, c'est leur mission de bouleverser les tracés rectilignes du plan de la ville. Et par exemple, moi-même, j'ai dit, nous pouvons avoir un texte échiquier parce que le plan hippodamien, il a parce que si on parle de géographie et littérature, des flâneurs, des marches, il faut parler des lignes, il faut parler de géométrie. Nous avons dans un texte échiquier un plateau d'échecs ou des dames, c'est la même chose. Et il y a la figure, et j'ai trouvé aussi une figure qui est
une figure des mauvais flâneurs, une figure qui bouleverse tous les tracés, et c'est une figure qui va trouver les souterrains, etc., qui est les cavaliers, parce que les cavaliers, ils sautent les autres, et il fait des figures rosacées. Il ne va pas dans les tracés rectilignes. Et comme ça, ce qu'on va voir maintenant, c'est les 3 axes intérieurs de la ville que j'ai travaillé. Bon, le premier, ce sont les excavations originelles. Les excavations originelles, nous avons beaucoup des romans et même un film que je vais vous présenter qui va voir un trou imaginaire qui va chercher les origines de la ville. 2, les sous-sols des maisons. Les sous-sols des maisons sont très, très intéressants, très importants, très significatifs dans le roman parce que, bon, les maisons à Montréal ont une fondation très profonde à cause de l'hiver. Alors, les sous-sols peuvent servir à plusieurs choses. Dans les sous-sols d'une église, on peut acheter toutes sortes de choses et ils utilisent aussi pour donner des cours. Et les sous-sols sont utilisés aussi pour regrouper plusieurs protagonistes, plusieurs personnages qui sont à la marge de la société, qui ne vivent pas dans le plan utopique de la surface montréalaise. Et un autre axe, c'est le réseau, c'est la ville souterraine. La ville souterraine, il y a 32 kilomètres de galeries, des métros. Et parfois, même quand il y a la Formule 1, les reporters disent, bon, Montréal, c'est une ville souterraine. Et les gens pensent qu'on passe toute l'année au-dessous de la terre, mais cette ville-là, elle existe pour l'hiver. Il y a beaucoup de galeries, beaucoup de cinémas, beaucoup de restaurants. C'est aussi, et ça c'est très intéressant parce que c'est un endroit de circuit touristique. Et je l'ai mis là parce que dans un roman que je vais parler plus loin sur une pandémie qui attaque aussi Montréal, le réseau qui est un endroit, la fierté de Montréal, un endroit de touristes, des bureaux, il sera approprié par tous les malades de la ville. Je vais parler maintenant du premier excavation originelle. Je commence avec un film que c'est Hochelaga, Terre des Hommes. Hochelaga, Terre des Hommes, c'est un film très intéressant parce que il y a un match de football dans le stade Percival Mosson à l'université McGill, et tout d'un coup, il y a un affaissement de terrain qui survient et le trou créé devient rapidement un site archéologique. Et l'archéologue d'origine mohawk décide d'entreprendre des fouilles. Et au fil des objets qu'il retire du sol, des secrets du passé prennent vie parce qu'il va trouver 750 ans d'histoire. Il trouve l'endroit où Jacques Cartier a rencontré les Iroquois, le premier petit village qui s'appelle Hochelaga. Alors, moi, j'ai mis ici un texte qui est retiré de Radio-Canada parce que du Montréal est-elle plutôt française, anglaise ou mohawk? Qu'est-ce qu'il y a? Ce film-là, ce film officiel qui est apparu pour le 375e anniversaire de Montréal, suscite la réflexion de l'étonnement par le récit d'une histoire très peu connue parce qu'on ne sait pas cette histoire-là. Est-ce qu'on a une origine vraiment amérindienne, mohawk? On est anglais, on est français, qu'est-ce qu'on est? C'est un trou de mémoire. Et ici, je montre des images du film Hochelaga, Terre des âmes. Et ce film a été en nomination pour les Oscars en 2017, mais il n'a pas été choisi et ça a été très dommage. Mais ce que je vais faire très rapidement parce que comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais faire un panorama
je vais donner des aperçus de plusieurs romans et après, à la fin, je vais m'attarder au roman Oscar de Profundis qui parle de la pandémie. Alors, nous avons par exemple Monique Proulx, Ce qu'il reste de moi. C'est très intéressant, Monique Proulx, parce qu'elle va construire un personnage qui va parler, va chercher l'histoire de Jeanne Mance. Jeanne Mance, c'est la cofondatrice de Montréal. On dit cofondatrice parce que c'est une femme. Et moi, Jeanne Mance a voulu faire un projet qui s'appelle La folle entreprise entre 1642 parce que c'était un récit qui pourrait être un reflet du temps de la Nouvelle-France, qui pourrait montrer, qui pourrait favoriser la solidarité entre les Amérindiens, devenus chrétiens évidemment, et les colons. Et on dit même que les projets de Jeanne Mance restent encore dans l'esprit des Montréalais qui sont très solidaires, d'une telle façon qu'en 1998, et avant de parler de 1998, je dois dire par exemple que j'ai entendu une émission de la poétesse Dali Latelles qui parle des navigants, des Portugais comme navigants, et que il dit on n'a jamais parlé des femmes, on n'a jamais dit un nom d'une femme qui est venue dans les caravelles portugaises. Il n'y a que des hommes. Au Canada, au moins, il y a Jeanne Mance, qui a un hôpital, qui a fondé un hôpital, qui a un nom de parc, etc. Bon, alors, quand il y a eu en 1998 une crise où la glace a fait en sorte que des milliers de poteaux et de pylônes tombent comme un domino, et tout le monde est resté sans les électricités. Alors, en janvier, dans le froid, ça a été vraiment une catastrophe, et c'est considéré comme la plus grande opération militaire de la planète, parce qu'on a dû évacuer toute la ville de 3 millions et mettre dans des stades. Moi, j'ai vu tout ça par la télévision. J'étais à Québec à l'époque. Je vivais à Québec, dans la ville de Québec. Parfois, j'ai dit, j'aurais voulu vivre ça et voir ça vraiment, ou peut-être non. Mais la personnage qui est la tante de celui qui fait la biographie de Jeanne Mance, elle a une source d'énergie et elle amène chez elle les immigrants à qui elle enseigne le français. Elle enseigne le français et elle va enseigner de nouveau. C'est d'une poétique extraordinaire tout ce qu'elle fait, parce qu'elle va enseigner des sensations, par exemple, du chaud, du tiède, du froid, hein, les frais confondus comme on voit ici, tout ce qui est confondu, et elle arrive à cette réflexion, par exemple. C'est ce qu'elle va dire, et parce que eux, ils marchent beaucoup aussi c'est la marche, comme j'ai dit, ils sont obligés, tout le monde est obligé de marcher dans la glace pour chercher un refuge, et elle arrive à une réflexion. Ils sont déracinés 2 fois. C'est un double mouvement. Le premier mouvement, ils ont quitté leur pays d'origine. Ils sont venus ici parce que nous sommes civilisés, parce que nous sommes riches. Et là, ils sont obligés de se déraciner de nouveau et quitter la maison qu'ils ont réussi à avoir pour être renfermés dans une cathédrale de verre. Mais là, comme elle va dire, à la fin, tout le monde se solidarise et tout le monde va se vivre de nouveau et regagner la ville. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais courir un peu parce qu'il y a... Ici, j'ai appelé l'espace exil de Sylvain Trudel, le souffle de l'Harmattan, parce que c'est l'histoire de 2 enfants. Un qui est à Béké, c'est un Africain dont la famille est morte en Afrique, et l'autre, c'est Hugues. Hugues est le narrateur, et il a été adopté par une famille, donc
Huguet va parler beaucoup va aussi parler il va dénoncer, il va critiquer la civilisation de l'Amérique du Nord. Il va dire, d'ailleurs, il utilise, il crée le nom accidentel pour parler d'occidental. Il dit, nous sommes dans l'accident. Notre civilisation, c'est l'accident et nous devons créer notre propre façon de penser, d'imaginer. C'est extraordinaire parce qu'Abeke et Hugues, ils deviennent très amis. Ils vont trouver une façon de fuir la ville, parce qu'ils voient la ville toujours par les ferrailles des industries, les chemins de fer, tout ce qui est, par exemple, qui cache la lune, le soleil, les étoiles. On ne voit même pas les étoiles ici dans la ville parce que c'est une ville industrielle. Et ça c'est très géopoliticien, par exemple, parce qu'ils vont s'imaginer des chemins qui vont les amener dans des endroits naturels où ils vont voir des animaux. Et Abeke, c'est l'Africain, Huguet dit à l'Abeke de ne pas apprendre à chanter l'hymne national du Canada, de refuser tout ce qu'on enseigne à Abeke pour qu'il devienne québécois ou canadien. Il dit, non, apprends tout ça et conserve tout ce qu'il y a de l'Afrique parce que tu vas me passer l'Afrique dans moi et nous allons construire notre monde à nous. Et les descriptions de ces romans sont hyper belles. Comme tout va rester là enregistré, vous pouvez après voir les références pour lire. J'appelle ça l'espace charnière, c'est Mauricio Segura. Mauricio Segura est très connu au Brésil. Très connu au Brésil parce que il y a une communauté de professeurs, de chercheurs qui travaillent avec l'espagnol et les littératures hispanophones. Et Mauricio Segura est d'origine chilienne et l'innovation de son travail, c'est qu'il va travailler avec les enfants des immigrants. Et c'est très difficile de travailler avec cette cohorte de nouveaux immigrants parce qu'ils ne sont plus, par exemple, ils ne sont plus chiliens, ils n'ont aucune sorte de lien avec le Chili. Ils parlent même mal l'espagnol. Ils n'ont aucune. L'autre, c'est une gang d'Haïtiens. Ils n'ont aucune sorte de lien avec les Haïti. Mais ils sont québécois. Ils parlent comme les Québécois. Ils ne connaissent que le Québec comme ville et comme monde. Mais ils ne sont pas adaptés comme les vrais Québécois, comme les Québécois de souche. Et même dans les écoles, les professeurs les refusent parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas la même éducation que les autres. Alors, il y a tout un mouvement de gangs des Haïtiens, des Latinos dans les métros, dans la ville. Les gens ont peur. Quand les gens les voient tous ensemble, ils ont peur. Et d'ailleurs, remarquez les noms, les titres du livre. Le titre du livre, c'est Côte des Nègres. Le vrai nom du quartier, c'est Côte des Neiges. C'est ça. Mais comme tous les immigrants sont allés vivre là, alors les autres, les Québécois ont dit, bon, il n'y a que des nègres là, alors c'est Côte des Nègres. Et Mauricio Segura, que c'est excellent le travail qu'il fait parce qu'il montre les enfants des immigrants tiraillés entre le monde des parents et le nouveau monde. Aussi, c'est un panorama très rapide que j'ai fait. J'ai fait aussi, je vais passer ici, montrer aussi très rapidement Isquiji, parce que là, c'est une autre forme de voir les mauvais flâneurs, parce que là, ce sont des gens qui n'ont pas de domicile. Et la vision qu'ils donnent de la ville est
très intéressantes parce qu'ils vont montrer les endroits à l'inverse, par exemple. Le parc La Fontaine, tout le monde travaille et se promène pendant la journée. Ils vont montrer ça la nuit, parce que la nuit, c'est on va arpenter le parc La Fontaine et il y a des morceaux, des endroits qui sont déjà qui sont marqués par des liens d'appartenance, par exemple. Ici, c'est pour les homosexuels. Ici, c'est pour les prostituées. Ici, c'est pour ça. Il va montrer toute la ville, comme elle vit pendant la nuit, comme elle vit pendant d'autres moments. Et comme ils n'ont pas ils sont complètement déracinés parce qu'ils sont sans domicile, c'est qu'ils vont, les verbes qui marquent cette gang, cette bande d'enfants sans domicile, c'est le verbe squatter. Que squatter, ça veut dire entrer dans les maisons. Entrer dans la maison, et qui nous pouvons aussi faire un lien avec braconner. Braconner, c'est aller dans un territoire pour prendre la chasse et la pêche d'une façon clandestine. Qu'un de nos collègues, Simon Harel, a fait ça, a travaillé comme le braconnage comme une métaphore de l'altérité. Quand tu vas vraiment là pour, d'une certaine façon, troubler l'altérité de l'autre. Tu envahis l'espace. Et très intéressant avec Esprit J. C'est là que, quand je vais parler des sous-sols, c'est qu'ils travaillent dans les sous-sols, ces jeunes-là, et il y a toute une intertextualité avec Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, parce qu'ils se trouvent, ils projettent chez eux l'identité des personnages de Notre-Dame de Paris. Ils projettent aussi l'identité des personnages Grenouille. Grenouille, c'est d'un roman qui est devenu parfum, qui est devenu film. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui s'appelle Le Parfum, qui c'est des Suskind, c'est allemand. Les Grenouilles, il n'était pas content avec les mauvaises odeurs de Paris et il tue 24 vierges pour produire un parfum sublime de l'humanité. Mais ce qui est très intéressant avec cette intertextualité avec Victor Hugo, c'est qu'ils vont travailler cette cour des miracles, ils vont projeter les sous-sols de Montréal qui sont très intéressants et qui s'opposent à la surface très bien organisée avec la cour des miracles. Et la cour des miracles, on connaît tout ça parce que la cour des miracles, elle avait des clochards, des mendiants, de tout ça. C'était une bande de gens qui étaient des proscrits vraiment, des marginaux de la société et qui parlaient leur propre langue et qui c'était l'argot. Et c'est pour ça qu'on dit argot en français. C'est un langage spécifique des groupes que Victor Hugo avait repris certains contes de la Cour des miracles du Moyen-Âge et il avait travaillé ça dans Notre-Dame de Paris. Et Notre-Dame de Paris, maintenant, est projetée dans Montréal. Ça veut dire que, littéralement célèbre, il y a tous ces personnages de Notre-Dame, Quasimodo, Frollo, ils sont là, ils évoquent tout ça, même la Cosette de Les Misérables, parce que nous sommes comme eux. Et ce genre d'intertextualité, c'est un exercice géopoéticien des plus intéressants, des plus beaux, parce qu'ils vont montrer que même les marginaux, les mauvais flâneurs qui luttent contre la force dominante du capitalisme sauvage, du système financier, ils sont aussi capables de former un monde. C'est un monde qui est au-dessous
un monde qui est à l'abri des lumières, mais c'est un monde qu'ils forment et qu'ils vont sortir à un moment donné pour demander, ils vont sortir. Et ça, c'est l'idée de Victor Hugo, c'est l'idée que Henri l'amoureux va projeter dans ses romans parce que c'est comme ça. Un jour, il y a un reflux des sous-sols sur la surface. Un jour, il y a la surface qui bouge, hein? La surface qui travaille et que personne ne voit, tout ce qui est caché à l'abri des lumières. Un jour, elle fait surface, exactement. Elle vient et tous ces jeunes-là, ils sortent. C'est plus de 3000 jeunes qui sortent, qui demandent des conditions de vie intéressantes. Et évidemment qu'ils critiquent les habitudes occidentales ou accidentales, comme dirait l'autre personnage, les American Way of Life. Ils montrent de nouveau, c'est la perte de repères français, la perte de repères, des liens d'appartenance d'un monde francophone parce qu'ils sont tous dehors et ils sont là. Bon, alors, la portée géopolitique de ces êtres errants devient très significative quand ils sortent, qu'ils commencent à squatter, braconner, ils entrent dans la basilique Notre-Dame, dans l'hôtel de vie, et ils vont montrer qu'ils sont là et qu'ils existent. Et j'ai parlé de ça, Espace Gigogne, parce qu'il dit qu'ils ont une existence gigogne parce qu'ils superposent plusieurs revendications, plusieurs vies, plusieurs existences, plusieurs vécus. C'est très intéressant de lire. Mais maintenant, bon, il est 17h, je pense que je peux lire ça en 15 minutes parce que c'est très intéressant. Je ne voulais pas m'empêcher de lire un peu, de vous montrer un peu les romans qui s'appellent Oscar de Profundis, Espace de Pandémie. Parce que ça, moi j'ai déjà parlé de ça 3 ou 4 fois, mais je pense, on est encore en pandémie, dans la pandémie, il faut que je parle. J'ai même fait un entretien avec Catherine Mavrikakis qui va sortir dans une revue. Et dans dans les journées des Français, des langues françaises de l'Université fédérale, j'ai fait une interview avec elle où elle a parlé de ses romans. Parce que je dois dire que j'ai lu ces romans avant la pandémie. En 2018, nous étions en pleine campagne présidentielle et quand j'ai lu, j'ai eu un mauvais sentiment, un mauvais pressentiment. J'ai imaginé qu'on allait avoir quelque chose de pareil et qu'il y aurait quelque chose qui semblerait un génocide, mais c'était une impression. Parce qu'après, on va voir. En 2016, Catherine Mavrikakis a publié son roman Oscar de Profundis, que la critique a accepté avec enthousiasme, en ce qu'il est considéré une dystopie apocalyptique avec des clins d'œil à Aldous Huxley, George Orwell et Ray Bradbury. C'est à Montréal, en plein hiver, que se déroule le roman, en 2150. Comme tant d'autres villes, Rio de Janeiro, Londres, Los Angeles, Chicago, Helsinki et Moscou, Montréal est ravagé. Une maladie, la mort noire, aussi terrible que la peste, se rapproche et menace de décimer la population. Depuis la création de l'État mondial, imaginez, il y a la création d'un État mondial, des hordes de miséreux errent dans la ville. Certaines parties de la ville leur ont été même laissées pour les maintenir à distance des nantis qui s'en vont, qui partent de la banlieue. Ici, dans les romans de Mavrikakis, vous pouvez les lire, mais je vais donner simplement un aperçu. Les riches, ils partent, ils laissent les centres-villes. Parce que dans les centres-villes, les pauvres sont contaminés par la peste noire et ils commencent à mourir.
et il y a des carcasses des gens, des cadavres les unes sur les autres, et l'État mondial ne fait rien. Il dit, on va les laisser mourir parce que c'est la meilleure façon de se débarrasser des pauvres. Alors, ce que Catherine dit, il faut reconnaître immédiatement une situation relative à un état avancé du capitalisme avec la mondialisation économique et culturelle. La quête effrénée des matières premières pour l'industrialisation a dévasté la planète qui vit des convulsions de destruction car la Terre était abandonnée du ciel. Bon, on va dire. Et je vais sauter ici pour voir. Ce qu'on va voir ici, c'est ça. Les riches, ils vont tenter désespérément de conserver le territoire et ils se comportent comme si l'apocalypse ne concernait que la misère. Les gueux qui sont les autres, on a déjà parlé de gueux là dans Squeegee, des gens qui étaient dans la cour du miracle. Ils étaient systématiquement chassés, débusqués de leur dérisoire retraite. Les parcs, les ponts publics leur étaient proscrits. On les forçait alors sans cesse à détaler du minuscule terrier qu'ils avaient dégoté. Ils vivaient en vermine, cherchant à tirer profit de la moindre chose qui se présentait, se délectant d'ordures et de débris, se nourrissant des excès putréfiés d'une société trop grasse. Bon, je montre ici les réseaux, qui est la fierté de Montréal, la cité souterraine, et parce que d'ailleurs c'est tellement une fierté que pour utiliser cette carte du réseau dans les livres que j'ai faits, j'ai dû payer à la mairie de Montréal $70. Ce réseau-là, il est comme tous les nantis, les riches, ils partent en banlieue. Ce sont les pauvres, les gueux, les contaminés qui vont venir. Et ça, c'est très intéressant parce que là, Catherine, elle inaugure un roman de labyrinthe, le roman des souterrains, ou les souterrains, ou même les sous-sols, les souterrains, les plus fameux, les plus célèbres de Montréal, est pris par des gens qui ne sont pas des pauvres, pas des gens, des pauvres qui n'entrent pas là, qui n'entrent pas là dans la vie normale. Et c'est là qu'ils vont mourir, qu'ils vont s'entasser avec la contamination du virus. C'est là qu'il va s'entasser ce qu'ils appellent le gueux de la sous-humanité. Et dans les rues, dans la rue Sherbrooke aussi, la rue Sherbrooke est une rue qui... Avenue du Parc et la rue Sherbrooke est une rue où il y a des hôtels somptueux, des galeries, musées des beaux-arts, des belles choses. Et aussi, les nantis, ils sont obligés de partir parce que les gueux, les contaminés arrivent et c'est toujours la contamination. Mais pour laisser encore du temps pour notre discussion, je veux essayer de résumer la fin. La fin, c'est qu'il y a une troupe qui est dirigée par une ancienne médecin. Alors voilà, c'est une médecin qui va essayer de kidnapper Oscar de Profundis, qui est une vedette. Oscar de Profundis est une vedette qui est née à Montréal, qui a grandi à Montréal, mais qui vit maintenant à Los Angeles. Il a la nostalgie de la langue française parce qu'à Montréal, on ne parle plus français. On parle un dialecte qui est un mélange d'anglais avec beaucoup de choses. Mais Oscar a tatoué dans son dos les sonnets de Baudelaire, de Profundis Clamavi, pour montrer qu'il va avoir la langue française toujours dans son corps. Mais ce que Kate Berube, cette médecine, veut, c'est exactement demander à l'État mondial qu'il s'occupe des personnes qui sont en train de mourir, qu'il s'occupe, qu'il donne les vaccins. Mais l'État mondial ne veut pas ça. Et tous les soldats de l'État mondial, les grands États mondiaux,
mondiale, viennent à Montréal pour aider ces gens, pour s'entraider. Ils tuent Kate Berube, ils libèrent Oscar de Profundis, et qu'est-ce qu'il arrive? Il continue de tuer, de se débarrasser de tous les pauvres, de tout le monde, il nettoie Montréal, et là, c'est ça, la fin. On avait passé au crime toutes les ruelles, tous les bosquets, tous les buissons. Les souterrains et les égouts avaient été systématiquement explorés. Et le centre urbain de Montréal s'est recomposé après avoir été balayé par des forces centrifuges qui avaient la capacité de détruire les malades démunis. Alors, on tue tous. On les tue. Et les nantis d'Oscar de Profundis arrivent à un commencement. Ils vont recevoir une ville propre, une ville sans pauvres, nettoyée de la saleté et de la maladie, comme un nouveau monde aux allures utopiques. Et là, on va dire, bon, c'est la nouvelle. Mais la narratrice, elle dit, bon, et en attendant qu'une nouvelle valetaille créée par le capitalisme sauvage se réinstalle au même endroit dans les prochaines années, la ville s'enflait d'aide qui lui était inconnue. Ça veut dire, c'est ce qu'elle dit, la leçon, ce que je sais, la leçon de morale, c'est, ok, on reçoit la ville propre, la ville sans pauvres, mais le capitalisme ne laisse pas la ville rester sans pauvre longtemps parce qu'on a besoin d'asservir les gens, on a besoin de la valetaille, on a besoin des gens qui vont travailler et on va produire de nouveau des pauvres. C'est un cycle. Bon, alors, c'est que, je veux finir parce que je veux encore Oscar de Profundis est ainsi le symbole de la résistance de la langue française, disparu de l'espace urbain québécois et représente la révolte des sans-abri. Il représente de même les conditions favorables à l'apparition des virus qui provoquent des guerres entre les systèmes financiers qui œuvrent surtout pour détruire la vie des pauvres démunis. Bon, alors, ça c'est un peu de conclusion générale, c'est qu'il y a un consensus sur le fait que la ville moderne est le produit d'un processus économique. Et dans la postface des villes géopolitiques, il y a l'entretien de Jean-Paul Loub et Georges Amar, où il est question d'un champ de poésie pour la terre susceptible d'atteindre les ingénieurs, architectes et urbanistes. Pour eux, la question urbaine mériterait, selon les chercheurs, la mobilisation de toutes les disciplines, étant donné que le sujet de la ville est trop sérieux pour être laissé aux mains des urbanistes et des architectes, seulement deux. La géopoétique a pour mission de renforcer une posture critique et la question de la protection de la terre doit apparaître dans l'urbanisme d'aujourd'hui. Et ça, c'est la conclusion à laquelle arrivent tous les géopoéticiens, tout le monde qui s'intéresse pour la géopoétique. Et nous lisons, nous faisons ce que j'avais dit au début. Premier volet, marcher pour connaître l'espace, pour être familier avec le monde, pour avoir ces sentiments de mondaïté et lire tous ces livres qui parlent, qui critiquent, qui montrent que ce n'est pas correct, ce n'est pas bien de laisser tant de gens marginalisés alors qu'il y a des nantis qui sont de plus en plus nantis, de plus en plus riches. J'ai mis ici, par exemple, merci beaucoup, c'est Catherine Mavrikakis qui nous a donné des interviews. Et il y a ici si vous voulez la live des journées Elexi, parce que vous allez avoir ça enregistré. J'ai mis ici les ouvrages que j'ai travaillé avec, où je montre les excavations intérieures de maisons, les sous-sols de maisons, tout ce que nous travaillons. Et quand je dis à la prochaine, c'est parce que je suis en train maintenant de dormir sans tête que j'ai trouvé dans les salons du livre de Montréal en 2019, qui est déjà un homme qui va se faufiler au-dessous du réseau, dans un endroit qui est très dangereux, mais c'est les souterrains des souterrains, là où sont les câbles d'électricité,
où il y a vraiment danger. Mais j'ai vu à la télévision que plusieurs clochards ont découvert cette porte-là pour y aller. Et ils sont allés là pour s'installer là. Jusqu'au jour où la police a découvert et est allée là pour les enlever. Mais ils vont de nouveau parce qu'ils trouvent la porte, ils vont de nouveau. Bon, alors on va voir ce qui va se passer. Et sur ces mots, je vous quitte en espérant qu'on va avoir du temps pour discuter un peu. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est sorti des slides. Alors, je suis choquée, émerveillée. Je n'ai pas de mots pour cela. C'est complètement incroyable. Alors, c'est le moment de poser des questions, mais c'est aussi, il y a des choses incroyables que c'est difficile de formuler des questions, mais je dis que ça, c'était super. J'imagine, tu as lu un livre, celui de Oscar, Oscar de Profondis. Oscar de Profondis. Et c'était avant la pandémie, et c'est exactement le même scénario. Le même scénario. Et quand j'ai fait l'interview pour la revue et dans les journées de langue française de l'UFPA, j'ai demandé à Catherine Mavrikakis, est-ce que c'était une prémonition ou c'était une prémonition ou même c'est la découverte sémiologique, parce qu'elle est professeure de sémiologie aussi. C'est une lecture des signes sociaux de ce que tu voyais venir. Elle dit, je voyais venir ça. Je dis, mon Dieu, je lisais ça en 2018 et quand j'ai lu, j'ai dit, on va voir ça. Waouh! Et c'est vraiment, si on pense, comme vous avez nous montré, sur la question capitaliste, sur la propre question de l'État qui ignore et ça, la propre idée de ce monde industrialiste qui exploite les gens et qui, en même temps, accumule des pauvres, accumule des gens à la rue du centre et c'est mauvais, on va éliminer. On va éliminer. C'est une mentalité d'élimination, c'est ça, on va éliminer. Et si on voit, il y avait déjà des films américains, par exemple, qui parlaient beaucoup d'un moment où on décidait de tuer les gens parce que la planète est pleine et il faut éliminer, il faut diminuer. Mais qui sont ces gens? Donc, c'était vraiment très choquante. Et la littérature, le livre, je suis ravie là de connaître ce roman et moi, j'ai envie de les lire. Est-ce qu'il existe une traduction, la possibilité, je ne sais pas si tout le monde parle français ici, donc s'il y a la possibilité de lire en anglais ou s'il y a une traduction qui va sortir en portugais? Non, il n'y a pas en portugais. Je crois qu'elle a écrit en anglais parce que, si je ne me trompe pas, elle a vécu elle est née aux États-Unis. Mais on pourrait. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on pourrait voir si on peut avoir un projet pour la traduction de ces livres. Ça serait... Tous les livres que j'ai cités abordent sans détour ces problèmes de marginalisation, ces problèmes d'élimination, ces problèmes vraiment de mise à côté des pauvres. Exactement, c'est la même pensée. Hein. Tout. Même si on est à Montréal, au Canada, Montréal devient de plus en plus une ville anglo, une ville, et on ne trouve presque plus de restaurants français pour manger. Ou ce sont les restaurants orientaux, ou c'est fast-food. Choquant. Et
C'est très, très choquant. Ici, on n'en parle plus. Oui. Est-ce qu'il y a des études qui font je sais pas, des rapports entre Québec, Montréal et Brésil, quelques villes du Brésil comme Rio, Salvador? Oh, et nous avons commencé pendant plusieurs années. Et on peut trouver, là je parle de la revue Interface Brésil-Canada. Interface Brasil-Canada, qui est une revue de l'Association brésilienne d'études canadiennes, qui a beaucoup d'études qui fait des comparaisons entre le Brésil et le Canada. Et qui aborde, et pendant des années, nous avons eu des colloques, nous avons organisé des colloques au Québec dans une sorte de SBPC québécoise, et c'est l'Association canadienne française pour l'avancement de la science. Et nous avions plusieurs personnes. Je me souviens, par exemple, d'une amie qui travaille sur la littérature amérindienne, Rita Godet, qui travaillait des problèmes des Amérindiens du Brésil et du Québec. Je me souviens, par exemple, d'une collègue de Belo Horizonte, Yvette Fauti, qui travaille sur les itinérants, la production des itinérants au Brésil et au Québec. Je me souviens, par exemple, d'un collègue du Rio Grande do Sul qui travaille sur le rap. Je ne sais jamais comment dire ça. Rappeur. Oui, les rappeurs. Oui. Les rappeurs du Brésil et du Québec. Et dans l'interface Brésil-Canada, il y a une tonne d'articles, de textes qui font état de tout ce que nous avons discuté pendant ce colloque. Le dernier colloque que nous avons fait, organisé, c'était en 2019, mais il y avait déjà très peu de Brésiliens, il n'y avait que moi et Rita Godet, parce que pour les Brésiliens, c'était déjà difficile, ils avaient déjà perdu beaucoup de financement pour voyager, pour aller au colloque. Alors donc, parce que nous ne pouvions plus faire des choses comme ça, parce que les Canadiens, ils aiment les Québécois, ils aiment venir à nos colloques, mais ils aiment venir et rencontrer les Brésiliens de plusieurs universités. Et c'était très intéressant et c'est très riche parce que nous avions jusqu'à 2016, 2017, nous faisions des colloques auxquels participaient des professeurs universitaires de plusieurs régions du Brésil. C'était très ennuyeux. Il y a beaucoup de textes d'interface Brésil-Canada. Il suffit de mettre au Google là, interface Brésil-Canada. Il y a dans les trois interfaces Brasil-Canada, interface Brésil-Canada, et on va trouver plusieurs textes sur ces questions-là en comparaison. Et dis-moi une chose, Licia, comment tu imagines le futur? Déjà, cette géopoétique, on a parlé bien de ce passé à Paris avec Victor Hugo dans ses romans. On parle là de Montréal, plusieurs romans littéraires qui racontent un peu. Et qu'est-ce que tu penses là de comment ça serait post, ou est-ce qu'on passerait de cette pandémie? Je pense beaucoup de choses, mais parfois, je pense quelque chose un jour, le lendemain, je ne pense plus pareil. Parce qu'il y a déjà un autre type de comportement. L'humanité ne sera plus la même. Mais il y a certains comportements qui disent elle peut être la même ou pire. Parce que je ne sais pas, Priscilla, je ne sais pas. Je pense qu'il va voir parce que pendant la pandémie, il y a moitié de l'humanité qui s'occupe de l'autre.
il y a une moitié de l'humanité qui pense à aider, à s'entraider, à faire toutes sortes de choses. Je participe à plusieurs fronts qui nous allons ramasser des choses pour donner des couvertures maintenant pour l'hiver. Je vois des gens, même des aliments. Moi, je participe à plusieurs fronts. Je vois des gens qui vont s'installer sur les routes pour donner des paniers de base aux camionneurs qui passent, parce que surtout à l'époque où les restaurants étaient fermés. Je vois des gens qui font des choses comme ça, qui vont aller dans les bidonvilles. Au Canada, c'est la même chose. J'ai des amis qui disent, je vais, aujourd'hui, je ne peux pas, on est au téléphone, je ne peux pas te parler longtemps parce que je vais donner de la soupe à des gens qui ont besoin, parce qu'il y a la même chose. Des gens qui ont perdu beaucoup, on a perdu. Mais on voit l'autre moitié de l'humanité qui profite de la situation pour gagner de l'argent, pour faire toutes sortes de choses. Et quelqu'un qui arrive dans un immeuble, qui sait que nous sommes dans la pandémie, tout le monde est en train de travailler en ligne, qui décide de faire des travaux de rénovation dans son appartement pendant 4 mois, très, très brillants. Même si on dit on a des coûts, on vraiment fou. Et là, tu sais, il y a toutes sortes de choses, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir ce qui va se passer après la pandémie. Il y a même on parle aussi des animaux, du règne animal, parce que les animaux, ils se sentent envahis. Ils ont commencé à sortir aussi avec les serpents, les araignées géantes, elles arrivent, je ne sais pas si ou bien elles sont envahies, ou bien elles se sentent libres. Et on dit, et on ne sait pas ce qui va devenir la terre après. Une chose, je suis certaine, moi, il va y avoir des gens qui auront réfléchi sur le confinement, qui auront réfléchi sur cette occasion extraordinaire de penser à la terre, de penser au monde. Mais il y aura des gens qui vont vouloir tout consommer parce qu'ils vont vouloir assouvir une envie qu'ils n'ont pas pu pendant la... Ils vont vouloir prendre tous les avions du monde pour aller acheter toutes sortes de choses. La seule chose que je dis, qui parfois me donne peur, c'est que c'est un comportement exagéré comme ça, accidentel, comme disait mon petit gars là de mon livre, du livre que j'ai lu, ne produisent une autre pandémie, par exemple. Ils produisent une autre pandémie parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais vraiment. Parfois, je pense c'est choquant. Très, très bon. Si tout le monde pouvait avoir une conscience de géopolitique, et quand je travaille avec la géopolitique, je travaille, par exemple, avec un concept de la sémiologie russe qui est la sémiosphère. La sémiosphère est l'équivalent de la biosphère. Alors, la sémiosphère, c'est l'équilibre des signes. Et un jour, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. J'ai écouté à la radio, à la TV Bandeirantes, quelque chose comme ça. Les reporters demandaient à 4 biologues, qu'est-ce que vous pensez?
Ah, le Code des nègres, ok. Ah oui, dans les cours des FLR des universités publiques. Magnifique, Anna Paula. Et tu vas adorer ça parce qu'il y a aussi des scénarios de ces étudiants immigrants là dans les écoles. Et il y a même une sœur de sa charité qui a enseigné des générations et des générations des Québécois et qui va quitter l'école parce qu'elle dit qu'elle ne va pas continuer avec ces nègres-là. C'est très difficile. C'est extraordinaire. Je t'encourage à lire ces livres. Moi, je tutoie les gens parce qu'au Canada, on tutoie. Hein? Alors, c'est très difficile de tutoyer. Alors, mais oui. Alors là, je disais de la sémiosphère parce que les reporters demandaient aux biologues qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous imaginez dans un Brésil de 2030? Est-ce qu'on va avoir une biosphère assez riche? Ils disaient oui, nous voulons une biosphère assez riche, nous voulons protéger l'Amazonie, avoir toutes sortes de plantes. Il y a même des plantes qui peuvent devenir des viandes. Et on ne peut pas, on peut avoir une vie durable. On peut avoir toutes sortes de choses durables avec la protection de l'environnement. On ne doit pas mettre du feu partout comme ça. Alors, moi, j'ai dit, en 2030, c'est ça que je voulais, parce que j'espère. Plusieurs groupes de pensée, plusieurs groupes de minorités, des gens, plusieurs gens de plusieurs couleurs qui peuvent vivre en harmonie avec leurs pensées, leurs différences de pensée, mais sans agresser l'autre. C'est à cohabiter. Parce que la géopoétique, c'est ça, c'est cohabiter. Et là, je me souviens des paroles de, comment s'appelle ce Daniel Ténac, l'Indien qui a, moi j'ai la tête, c'est Ténac, l'Amérindien brésilien, qui est maintenant le plus grand intellectuel du Brésil. Parce qu'il a dit, attention, on peut disparaître, mais la terre ne va pas disparaître. La terre va continuer, les arbres vont continuer, les animaux vont continuer. Ce sont nous qui disparaissons. Exactement. Excellent. Et ça, c'est super. Parce que quand on pense à la géopolitique, elle nous fait réfléchir exactement à cela. Exactement ça. Imagine, est-ce qu'il y a les arbres ont des virus? Est-ce que les arbres sont confinés dans les maisons, dans les jardins de maisons? Non. Les arbres sont là, où elles ont toujours été. Les fleuves ne sont pas confinés. Peut-être qu'un jour, on va parler des géopolitiques, d'une géopolitique de l'environnement. Oh, ou ceux qui passent dans les grands centres urbains, ce soit des lions, des animaux sauvages qui étaient toujours confinés. Alors on passe la place pour en réfléchir un peu plus. Et je vois ma collègue Rachel Bouvet, dont j'ai parlé au début. Elle est en train maintenant de travailler une géopoétique des plantes. Elle travaille toutes les plantes et la vie des plantes. Et l'influence des plantes dans la vie des humains. Les plantes des jardins, les plantes des parcs, qu'est-ce qu'il y a comme faire. C'est extraordinaire. On a beaucoup à apprendre. Oui, Alicia, on a beaucoup à apprendre. Et je crois que c'est cette nouvelle façon de vivre entre nous et entre la nature, avec la nature. Essayer de trouver cette harmonie. Peut-être c'est ça notre futur, on doit l'apprendre. Oui? Si on ne trouve pas une façon de cette harmonie, nous serons vraiment
c'est ça, avaler. Certainement, on sera avalé. Et consumer. Dans ce trou, j'imagine là, cette idée de la littérature, du livre, où ils ont été tous, là, ils ont passé aux misérables, qu'ils sont tous dans ce trou pour se sauver et ils sont morts, justement, parce qu'ils ont été ensemble. Je crois que c'est exactement le contraire. Donc, on pense que ce n'est pas les misérables de misère financière, mais la poétique, plutôt, des gens qui sont misérables de âme. Cette misère d'âme qui vont... Oui, ce sont les misères... Oui, exactement, les misères âmes, où ils vont être là tous ensemble et mourir parce que c'est pas possible. Il faut sortir du trou, il faut sortir de soi-même. Et ça, je crois que ça, c'est merveilleux de la littérature. Influer sur la surface et dire, écoutez, nous existons. Cette surface ici, toute belle, toute organisée, etc. Parce que moi, je vois mes collègues, mes amis, quand ils arrivent à Montréal, je vois les pleins hippodamiens dont je parlais. Oh, et c'est magnifique ici, il n'y a pas de pauvres. Moi, je dis, vous ne savez pas ce qui se passe. Ça ne savait rien du tout. Oh, Alicia, c'était une super présentation. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde aussi. Je remercie Diogénie, je remercie Priscille, je remercie Laïs, m'a sauvé la vie. Et je remercie cette université du Sud-Ouest où j'ai commencé à travailler quand j'avais 20 ans. Bravo, incroyable. Alors, je suis très heureuse d'avoir interagi avec vous. Je veux revenir d'autres fois. Ah, super. Moi, je suis heureuse aussi, Diogène. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Alicia, pour cette merveilleuse présentation. Je suis ici que tout le monde en a profité et a beaucoup appris sur la géopoétique urbaine de Montréal, pour la littérature québécoise. Merci aussi à Priscilla pour avoir si bien dirigé la conférence d'aujourd'hui. Extraordinaire là. Oh, merci beaucoup. Je dois te féliciter. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Nós teremos. Na próxima semana nós teremos uma mesa redonda em francês e, excepcionalmente, teremos também uma palestra. A mesa redonda será composta por 2 professores apenas e por isso que nós vamos colocar a palestra, né, para complementar as atividades. Então, a mesa redonda será composta por 2... Vai participar Sérgio, né, meu amigo Sérgio? Sim, Sérgio, exatamente. Nós teremos a mesa redonda com o professor Eric Brum, né, que é francês e professor de francês da Universidade Estadual de Feira de Santana, e uma colega dele, uma colega francesa, que é a Patrícia Mesnager, acho que é assim que pronuncia, né, que trabalha também nessa mesma linha de pesquisa com o professor Eric Brum. E após a apresentação deles, da mesa, nós teremos a palestra do Sérgio Cerqueira, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Exatamente, é excelente. Ele também foi professor da UESB, Lícia. Ele trabalhou na UESB com francês durante um tempo. Aí, sim, depois foi para a UFBA, e da UFBA ele esteve também na Estadual de Santa Cruz, né, e agora está na Federal do Sul da Bahia. Então, nós temos o prazer de ver. Tive a honra dele. Olha, tá vendo? Assim, ele trabalhou na UFBA também muito tempo. Na UFBA. Laís está perguntando o que foi que eu disse para ela. Eu disse para ela que ela salvou minha vida. Ah, ela está fazendo isso, salva a nossa vida direto aí, viu, Lícia? Laís e Sandra são os anjos da guarda da gente. Pois é, então, até a próxima semana. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos participantes. Né? Prazer estar aqui com vocês, foi super prophet essa tarde. Agradeço por essa oportunidade, foi muito, muito, muito prazerosa e
qualquer coisa, vem de novo. Tá certo, nós o convidaremos sim. Foi um prazer contar com você aqui. Obrigado e até a semana que vem. Obrigado. Au revoir, merci.